Bonjour à tous, bienvenue, 9h50 le matin. On fête aujourd'hui les Séraphins et Séraphines et ça tombe bien. Notre invité fil rouge a quelque chose d'aérien et de céleste. Stéphanie Baudet, grimpeuse, écrivaine, funambule des cathédrales de pierre, entre vertige et écriture, voyage et rencontre. Stéphanie va nous parler de son livre, de ses livres, de sa vie à la verticale de soi. Avec nous aussi sur le plateau Isabelle Schilling, notre naturopathe. Elle nous parle lactofermentation, comment mettre en bocaux carottes, choux, navets, aubergines, une farandole de légumes, d'enzymes, de vitamines, de minéraux. C'est bon pour la santé, notamment pour notre système digestif. Et bien sûr, on va déguster. Notre coin lecture avec notre blogueuse littéraire Lisa. Bienvenue. Lisa nous propose aujourd'hui un livre absolument charmant. Pablo et Floyd. Pablo, un peintre assez célèbre, et Floyd, un drôle d'animal et sur le bord de l'invisible. Enfin, le chef du jour, c'est François Stéphanaghi, le chef du restaurant Le Vinistro à Annecy. Un bistronomique bien sympathique. François fête l'automne et nous régale de raviolis au cèpe, chantilly, de noisettes, mazette. Stéphanie Baudet, bonjour. Oui, bonjour. Alors, je commence avec vos mots. Le rocher, c'est le carnet de l'intime sur lequel j'écris mon histoire. Si j'ai adhéré à quelque chose dans ma vie, c'est à la course du rocher et à celle des mots. C'est une belle dualité. Je pense que c'est un peu complémentaire. Je pense que ces instants vécus de manière très intense, comme ça, en montagne, en paroi, après, j'ai besoin de les revivre d'une autre façon quand je rentre chez moi et de laisser infuser ce temps vécu et de le revivre une deuxième fois à travers les mots et l'écriture. Donc, vous êtes grimpeuse oui. et écrivaine. Vous acceptez Oui. le féminin parce que vous avez été prof de français aussi. J'accepte. Si c'est la convention aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Écrivain ou auteur. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, vous avez publié récemment, en attendant de publier le prochain, À la verticale de soi. C'est le titre de ce beau livre publié aux éditions Guérin, les fameux livres rouges. Et la préface est signée d'un certain Sylvain Tesson, s'il vous plaît, écrivain, voyageur, grimpeur. C'est l'histoire d'une fille qui a trouvé sur les parois du monde une occasion de porter la vie à un haut degré d'accomplissement, là-haut sur les sommets. La vie a pris pour elle une tournure que nous sommes beaucoup à tenter de lui donner, authentique et joyeuse. Ce que vous tenez là entre vos mains est une éducation sentimentale en milieu vertical. Mazette aussi. Oui, je le remercie beaucoup pour cette belle préface qui m'a beaucoup touchée. Oui. Alors, le vertical, si vous le voulez bien, on va plonger dedans tout de suite. On va voir des images, on va se mettre dans l'ambiance, on plante le décor et on va les commenter. C'est parti. Alors, où est-ce qu'on est, Stéphanie? Alors là, on est en Corse, dans les aiguilles de Bavella. C'est un coin que j'adore. On a l'impression d'être dans une estampe chinoise, comme ça, avec ses pins tourmentés et puis ses parois de granit totalement lisses. C'est vraiment un coin magique. Voilà. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est face à une belle paroi? Qu'est-ce qui se passe en vous? Il y a deux choses. Il y a d'abord la beauté de la paroi, la ligne, ce rocher compact qui nous attire. Moi, il y a quelque chose de magnétique. Quand je touche le rocher, immédiatement, je me sens apaisée, je me sens beaucoup plus calme. Et puis, il y a autre chose qui est du registre plus de l'enfance. Je pense que moi, depuis que je suis gamine, j'ai toujours eu plaisir comme ça à me retrouver face à un bloc, à une muraille, et puis me dire comment je vais faire pour trouver les solutions pour franchir cet obstacle. Donc on est dans deux choses, la contemplation et puis l'action à la fois. Voilà, la notion de plaisir. Ouais. Alors ce qui fait partie du plaisir aussi, c'est que c'est le compère qu'on voit sur la paroi, un certain Arnaud Petit. Qui est-il ? Alors c'est mon compagnon depuis 24 ans, donc ça fait 24 ans qu'on partage notre vie et toutes nos ascensions. On s'est rencontrés jeunes en équipe de France et on a eu la chance d'avoir les mêmes rêves comme ça, les mêmes envies d'aventure et d'ascension comme ça dans des grandes parois. Et c'est un privilège absolu de pouvoir grimper avec la personne qu'on aime. Ouais, évidemment. Alors, vous le racontez très bien dans le livre, avec des détails rigolos. Est-ce que je peux parler de la plaque de chocolat? Vous comparez votre couple et les différences à la façon dont on aborde une plaque de chocolat. Alors, quand vous prenez une plaque de chocolat, vous la déchirez, vous la dévorez et zou. Et Arnaud, lui, c'est différent. Alors lui, oui, il garde le plaisir pour la fin. Il est beaucoup plus mesuré. C'est quelqu'un de... Voilà, moi, il a de la rigueur. Moi, je suis un petit peu tout feu, tout flamme. Et puis, il m'aide au contraire, je crois, à me réancrer un petit peu dans quelque chose de rationnel et de concret. Donc, on se complète. Arnaud Fourmi et Stéphanie Voilà, Sigal, vous dites, ça. très joliment.
Alors, on va remonter un petit peu le cours. On a retrouvé des images, on vous les propose. Je ne sais pas si vous les avez vues, si vous vous en souvenez. C'est parti. Ils sont en principe les meilleurs étudiants grimpeurs de France. En ce qui concerne les grimpeuses, une étudiante, une seule, a réussi à toucher la limite de la voie très difficile. Elle défend son titre de 95. En outre, elle est la 3e au championnat d'Europe. C'est donc une des meilleures françaises, étudiante ou non, et elle le prouve en gravissant cette voie extrême, avec ses difficultés, tout en souplesse. La grâce est ici l'effet d'une condition physique exceptionnelle. Voilà, la grâce, alors que souvent vous vous dites « Oh, je me sens boudinée, je me sens lourde ». Et alors, vous vous souveniez de ces images? Absolument pas, je les avais jamais vues, donc c'était amusant de... Ah, c'est vrai, vous les découvrez? Oui, je les découvre. Alors, oui. elles datent de 1996 et elles viennent de Normandie. Oui, c'était donc un championnat de France universitaire, je Exactement. crois. Oui. C'est Voilà, ça. bah, oui, c'est cadeau pour vous. Oui, c'était vraiment amusant de revoir ça, voilà, avec... Alors, depuis un long chemin parcouru, parce que là, c'était la compétition, c'était une grande partie de cette vie de grimpeuse. Et puis, vous avez laissé la compétition. Vous le racontez très bien dans le livre. Un jour, Arnaud part faire cette voie, la voie petit, et vous devez partir sur une compétition importante. Et puis, finalement, vous laissez la compétition et vous partez, vous le suivez. Oui, c'est ça, parce qu'il ouvrait une voie dans le massif du Mont Blanc qu'il avait commencé avec son papa. Et là, rentré en arrivant et son papa étant prof, il ne pouvait pas l'accompagner. Et moi, je me suis dit, mais j'ai envie d'y aller. Et tant pis pour cette compétition en Italie que je devais faire, où j'avais certainement des chances de podium. J'ai senti que ma voie était ailleurs. Et l'ascension de la voie petit avec Arnaud, donc on a fini de l'ouvrir ensemble, ça m'a vraiment révélé cette dimension comme ça d'escalade en montagne que je ne soupçonnais pas et qui était merveilleuse. Alors c'était dur. J'ai pleuré, je crois, au relais. Je me souviens très bien même d'avoir eu froid, de m'être caillée en plein vent à l'assurer pendant qu'il terminait la dernière longueur. Et en même temps, je suis rentrée avec des souvenirs que ne te donne pas la compétition. Parce qu'en fait, en compétition, on est aussi dans un agenda qui a été préparé à l'avance pour vous. Et moi, ce que j'aime profondément, c'est inventer ma propre vie. Et... Inventer votre propre vie. J'espère que vous êtes gourmande, je le crois. Oui. Parce qu'en montagne, on a souvent faim. On accueille maintenant notre chef du jour. Il a l'air un petit peu d'un pirate sympathique. C'est François Stefanaghi. Qu'on accueille sur cette jolie musique. J'espère qu'elle vous plaît. D'automne. Voilà. Parce que vous allez, François Stefanaghi, du Vinistro à Annecy, nous réaliser un joli plat d'automne aujourd'hui. Absolument, des ravioles de cèpe et girolles. Alors on parle un petit peu de vous, François. Vous avez ouvert il y a 3 ans. 3 ans déjà, ça file. Un bistronomique à Annecy, où vous servez, vous adorez les fruits de mer, les grands poissons, vous débordez d'imagination. Mais aujourd'hui, vous avez préparé pour Stéphanie une recette végétarienne. Absolument. Merci. Qu'est-ce qu'il y a comme plat du jour aujourd'hui, la carte, chef? Alors, il est fermé le restaurant pour que je puisse venir vous voir. Oui, mais par exemple, le plat du jour hier... on avait un petit sauté de veau au thym, en entrée un velouté de potimarron avec une huile de noisette et en dessert des figues rôties. Et tout ça à combien? 19 € entrée plat dessert. 19 € entrée plat dessert. Formidable. Et j'ajoute, Stéphanie, que François est un aventurier. Il est sans arrêt en train d'inventer. Maintenant, il fait ses propres pâtes. Ça, c'est la dernière. Il fait ses yaourts. Ah oui. Il fait son pain avec une farine qu'il va chercher... Chez monsieur Philippe Guichard à Payolle. Voilà, une très belle farine. Vous voyez, c'est un joyeux de riz, mais il aime les bons produits. Alors, c'est compliqué, les cèpes. Vous allez pouvoir y arriver parce que en général, les chefs arrivent ici en disant « mais oui, à l'aise Blaise » et puis après... On va bien voir, mais ça devrait bien se passer. Alors, vous lancez la petite plaque. On va lancer la petite plaque pour l'eau pour cuire les raviolis, puis je vais commencer à... Alors, expliquez-nous comment on a une pâte à raviolis. Oui. Donc, on a un œuf pour 100 g de farine. D'accord. L'idée, c'est de la passer dans ce qu'on appelle le laminoir pour pouvoir l'étaler à l'épaisseur nécessaire. Et après, on va la découper et la farcir avec notre petite brunoise de champignons, de cèpe. On va refermer nos raviolis et les cuire. D'accord.
Alors, je parlais du fait que vous soyez végétarienne, sauf dans certaines exceptions, parce que on voit que vos expéditions, des fois, se terminent sans une goutte d'eau et sans rien à manger, fourbu au sommet, et qu'au sommet de je ne sais plus quel très beau, vous vous êtes retrouvé sans rien, avec juste une petit bout de saucisse de zébu. Le zébu, c'est ça. Préparé par votre cuisse. Il avait fourré ça dans votre poche. Et vous l'avez dévoré ah oui, avec délice. Avec grand plaisir, en fait. Voilà. et ça arrive plusieurs fois. Je me souviens aussi dans une station-service, après El Capitan, à dévorer des tranches de beef jerky, c'est cette espèce de viande séchée, absolument pas du tout biologique. Mais c'est vrai que quand on a faim, on s'adapte. Et puis je trouve que même si c'est à la fois par goût et aussi par engagement que je suis végétarienne au quotidien, quand je voyage, j'aime bien pouvoir m'adapter. Donc je ne vais pas être trop sectaire parce qu'après on loupe une grande partie aussi du plaisir du voyage qui est de la rencontre avec une culture et une gastronomie. Alors le plaisir du voyage, le plaisir de la rencontre, on va l'évoquer tout de suite avec notre prochaine invitée qui va nous rejoindre maintenant. C'est sur l'air de Il est libre Max. Venez André. On accueille maintenant André Weil, en musique toujours. Bienvenue André. Bonjour Valérie, bonjour Stéphanie. Bonjour. André, Stéphanie, François. Alors bonjour, vous avez François. Plusieurs points communs et on va commencer par le voyage et la marche. André adore marcher. Il a fait plusieurs fois Compostelle. Particularité Compostelle à l'envers. Vous voyez, c'est un très très grand marcheur. J'étais venu chez vous l'an dernier. Exactement. Il a été le premier invité de la matinale à Grenoble. Et cet été, vous avez été très occupé. Vous avez fait un nouveau périple magnifique. Sur fond de solidarité. Expliquez-nous. Alors l'été est un peu court, donc en fait je suis parti déjà au printemps. Oui. C'était une marche de 4 mois. Je suis parti de là où partent beaucoup de migrants, c'est-à-dire des plages de Tunisie. Je suis passé par les parties de Tunisie qui avaient été victimes des attentats. Et puis après de la Sicile, j'ai fait parce que je ne marche pas encore sur l'eau, j'ai fait un vol sur Lampedusa. Je suis allé au village de Calabre, qui est pas mal d'actualité en ce moment, à Riace, puisque le maire a été emprisonné, pour dire le mot, ce qui est assez choquant. Puis j'ai remonté toute l'Italie, je suis arrivé au mois d'août. Alors, quelle était la volonté de ce voyage? Comme tous les voyages, c'est une volonté de rencontre. Je marche seul, justement, pour avoir plus de facilité, plus de possibilités, de liberté de rencontrer les gens. Et la barrière de la langue, en fait, peut tomber quand on se retrouve. Je pense que chez les grimpeurs, c'est la même chose. On peut être italien, suisse ou français. Quand on se retrouve dans la même cordée, on est simplement grimpeur. Et là c'est la même chose. Le fait de marcher, les gens se confient à nous confient des messages et se retrouvent en fraternité. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est chouette, Ah oui, c'est un beau message. C'est vraiment ça, le fait d'arriver à abolir les frontières entre les personnes et de se dire on est tous frères humains, quoi. Et votre démarche est magnifique. Merci pour abolir les frontières, parce que c'est vraiment ce à quoi on aspire. Et c'est en fait tout le problème de la migration aujourd'hui. La vie sociale impose des frontières, mais quand on marche ou quand on grimpe, on va au-delà de cette vie sociale, de cette vie incarnée. Voilà, on pensait que ce message ferait écho chez vous et vous plairait. Oui. Vous avez un autre point commun avec Stéphanie, c'est que vous aimez marcher et vous donnez des cours de yoga. C'est ça, André? Voilà, oui, j'ai cette chance de donner cours de yoga depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Et bien sûr, le cours qui me passionne le plus et qui me fait travailler, avancer, c'est le cours à la maison d'arrêt à Mars. Alors, expliquez-nous. C'est-à-dire que vous allez en prison, vous avez réussi à obtenir les autorisations, j'imagine que c'est difficile. C'est une demande en fait du CHU de Grenoble qui estime que le yoga permet de travailler en termes de prévention de la maladie. Donc c'est formellement sous le couvert de l'équipe de santé qui intervient à Mars que ces cours de yoga se déroulent. Stéphanie, vous êtes aussi mis au yoga. Il y a des très jolies pages dans votre livre qui racontent
les salutations, salutations le matin. Vous avez fait votre salutation ce matin? Alors ce matin, non, parce que j'étais un petit peu juste. Le réveil était difficile, mais, non, mais habituellement, En c'est vrai général, que, oui. en général, j'ai mon petit rituel et c'est vrai que je suis venue au yoga parce que ma maman était professeure de yoga et pendant longtemps, on n'écoute pas forcément ses parents, même parfois on fait l'inverse de ce qu'ils nous conseillent de faire. Et puis finalement, on finit par se relier à ce cheminement et ça m'a beaucoup apporté sur différents plans. Vous dites que ça complète la Oui. grimpe et l'escalade? Ben, je pense vraiment parce que en fait, l'escalade, finalement, c'est une forme de méditation en action. Et quand on fait du yoga, on essaie de lâcher prise avec l'objectif à venir. On est vraiment dans l'instant présent, de faire corps avec le moment. Et en escalade, quand on y parvient aussi, en fait, on arrive à lâcher le relais, le sommet, la cible à atteindre pour être pleinement dans ce qu'on fait. Et je trouve que voilà, c'est très complémentaire et ça m'a beaucoup aidé dans ma pratique. C'est ce que dit André, hein, que le yoga, c'est pas juste des acrobaties, c'est une présence. Alors, vous aviez un geste à nous montrer, André, très symbolique et pour vous. Je vous laisse nous le montrer. Je vous propose de le faire avec moi. Ah ben bien sûr. Parce que vous êtes le public. Les téléspectateurs aussi. C'est un geste qui nous a été donné par Douglas Harding, qui est un Anglais qui est décédé il y a quelques années. Donc je vous propose de prendre le doigt et de le pointer vers le plafond. Et vous me dites, l'une et l'autre, qu'est-ce que votre doigt montre? Qu'est-ce que vous voyez au bout du doigt? Un projecteur. Oui, des poutres en fer. Très bien. Donc, pointez l'index devant vous et vous recommencez l'exercice. Qu'est-ce que l'index montre? Je vois l'écran de contrôle, donc je me vois en train de parler. Moi, je vois des jolies fleurs violettes. On va tourner l'index vers soi. Qu'est-ce que vous voyez? Vers la poitrine. Une jolie robe. Non, je vois mon cœur qui bat. Voilà. Moi, je vois mon siège et le sol. D'accord. Et maintenant, ça sera le dernier geste. Montez un petit peu le doigt. Placez devant ce qui est au-dessus de vos épaules. Et dites-moi ce que le doigt montre. Moi, j'ai peut-être mis trop mon doigt, mais je vois entre mes yeux. Non. Voilà, donc j'essaie d'imaginer un point entre mes yeux. Voilà. Valérie? Ah, moi j'ai du mal. J'ai ma vue qui se trouble. Très bien. Ah, ça Parce qu'en tremble. fait, on ne voit rien. Vous ne pouvez pas Ouais. voir. Vous ne pouvez pas voir vos yeux. Non, Vous ne pouvez pas voir ce qui me voit. ça m'énerve. Voilà. Merci beaucoup. Donc le yoga, c'est ça. C'est passer de ce qu'on voit à l'extérieur pour tout d'un coup voir ce qu'il voit. Et ce qu'il voit est invisible, en fait. C'est comme dans la grimpe ou dans la marche. À un moment, on est dans l'aspect pratique, concret. On est dans l'équilibre, on est dans la fatigue. Et puis à un moment, elle l'a évoqué tout à l'heure, on bascule pour rentrer dans ce qui est non dissible et invisible. La présence. Qu'est-ce que cet exercice vous a plu? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Oui, mais je ne connaissais pas du tout cet exercice, donc c'est une belle métaphore pour en arriver à ce que le yoga veut essayer je pense, de nous inculquer, en tout cas, cette présence à soi et au monde. Oui. Et ça, c'est quelque chose que vous faites faire à vos élèves prisonniers à Vars? Oui, en résumé, leur conclusion, c'est de dire mais c'est formidable avec le yoga qu'on fasse de la posture, du chant ou de la respiration. Pendant 1h30, on s'est évadé. On s'est évadé. Merci beaucoup André. Alors, on va continuer la route avec notre prochaine invitée, solaire et souriante. Notre invitée santé, c'est Isabelle Schillig, notre naturopathe sur la ronde des légumes. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. C'est bien trouvé. Donc Isabelle est naturopathe et elle vient régulièrement nous ensoleiller le plateau avec ses conseils qui sont toujours intéressants. Aujourd'hui, on parle de lactofermentation. Isabelle, qu'est-ce que c'est? Alors, on a des légumes qui sont lactofermentés, on peut trouver du miso, on peut trouver le levain, enfin, il existe plein de produits qui sont lactofermentés. Et c'est vraiment des super produits. Pourquoi? Parce que c'est très, très riche en vitamine C, 10 fois plus que, par exemple, si vous mangez des carottes dans, par exemple, ce jus de légumes. Donc,
Il y a plein d'enzymes aussi, donc le processus en fait de fermentation va potentialiser vraiment tous les effets des légumes, des aliments qu'on va manger. Les enzymes, c'est bon pour quoi, Isabelle? Alors les enzymes, ça va permettre de digérer correctement, mais surtout aussi dans la lactofermentation, il va y avoir des effets. Alors, je vais vous en donner. Voilà. Merci. Du jus de légumes, du jus de carotte. Il y a des effets vraiment sur la flore intestinale. Donc ça, c'est super, surtout à l'automne. On a le vraiment bidon. besoin. Voilà. Le bidon. On en a vraiment besoin pour nos intestins, c'est vraiment, vraiment important. Souvent, c'est par là qu'on commence à être malade. Donc, c'est vraiment bien de pouvoir manger des légumes lactofermentés. Et pour François aussi, qui continue à travailler, Voilà. on va goûter le jus de carotte. Voilà. Alors ça, c'est du jus de carotte lactofermenté. Bah, écoutez, on va trinquer aux téléspectateurs Voilà. jus de carotte lactofermenté. Allons-y. Hop. Et le goût est vraiment différent par rapport à du jus de carotte classique. Il est bien meilleur. Et c'est vraiment un moyen de conservation. Donc, on n'a pas besoin, par rapport à d'autres jus de carotte, c'est pas chauffé. Donc, on garde tous les principes actifs. Chef, ça, c'est vous super. trouvez ça comment? Bon, on a un vrai goût de carotte. Ouais, c'est bon. Hein. Vraiment, on retrouve vraiment bien le légume. Alors, Donc, on a vous des nous avez compositions amené... légumes. Je vous ai aussi amené de la choucroute. mais Moi, j'ai de la des origines choucroute alsaciennes, crue. Ouais. voilà, mais on va la manger crue. Alors, je D'accord. vous invite à goûter. Donc, on peut la servir tout simplement avec un peu de cumin et puis de l'huile. Un filet D'accord. d'huile Donc et on là, peut je mettre mange ça. de la choucroute crue. Ça, De la c'est choucroute crue. c'est Voilà. pas vous qui l'avez faite, mais vous auriez Non. pu. Je ne l'ai pas faite celle-là, mais Coquine. j'aurais pu. Voilà. Bah, il y a des choses, des fois, on se fait un peu aider. Et je vous ai mis... Est-ce que c'est une recette traditionnelle ou est-ce que Oui, vous l'avez inventée? Ça vient vraiment depuis longtemps, en fait. C'est un moyen de conservation. Et donc, en Alsace, par exemple, la choucroute, c'était le moyen, c'était la fête aux choux. Et on râpait les choux et on les mettait sous presse. Et c'était le moyen de conserver le chou. Et vous savez, j'ai un nom alsacien, moi. Et puis, il y a aussi du miso. Le miso. Alors oui, alors il y a du miso blanc et du miso noir. Voilà, alors le miso noir, il est beaucoup plus amer, très concentré, riche aussi en vitamine B et surtout aussi la B12 qu'on a du mal des fois à trouver. Et le miso blanc, lui, on va plutôt l'utiliser pour les pâtisseries. Il a un goût sucré. Alors si vous voulez, vous pouvez C'est aussi drôlement goûter. bon. J'ai mis la choucroute avec le miso blanc et c'était drôlement bon. C'est pas mal aussi. Alors je suis en train de dévorer le miso blanc. Alors c'est quoi le miso? Donc c'est Isabelle. de la pâte de soja où là, dans le miso blanc, il y a du riz. Et des fois, il peut y avoir de l'orge, une céréale qu'on va faire fermenter. On va rajouter des ferments et on va faire fermenter pendant un petit moment vraiment. Ça peut durer jusqu'à 3 ans à peu près de fermentation. Chef, goûtez la Donc, c'est choucroute. Et puis vraiment- alors le miso blanc, ça va vous intéresser parce que c'est très subtil, très délicat. Et la choucroute, elle envoie, mais c'est c'est très pas très mal. bon C'est aussi. le Plus sucré. plus sucré. Voilà, et le noir, vraiment, souvent on le connaît, le miso plus foncé, dans la soupe miso qu'on peut trouver facilement au restaurant Ouais, japonais. ceux qui aiment les plats japonais maintenant Voilà. connaissent le miso. Et ça se trouve partout. Ça se trouve, moi je trouve essentiellement en magasin bio, mais dans les magasins asiatiques, vous pouvez trouver également. Bon, alors évidemment, vous aimez bien nous pousser à faire nous-mêmes nos produits. Hein, c'est le Si but. Dans possible, cette ce émission, serait on aime bien. Chef, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est bon, j'aime beaucoup le blanc. Le miso blanc, oui, Ouais, c'est très c'est délicat. intéressant. Ah oui, une vraie découverte. Et moi, j'aime bien la choucroute comme ça. Dorénavant, je vais la manger crue. Alors, Et je vous ai préparé justement quelque chose fait maison. Comment on fait nos légumes lactofermentés? Donc là, je vous ai préparé des carottes. Tout simplement des carottes, alors si possible bio, parce qu'on va garder un petit peu la peau quand même. On va juste les râper. Et donc frotter la peau d'abord, les râper et faire après, mettre dans d'abord, vous mettez dans un saladier avec un petit peu de sel. Donc c'est 10 grammes de sel par 1 kg de légumes. est-ce qu'on trouve la recette sur votre site? Pas encore, mais je vais la mettre. Ah bah j'espère bien. Et donc après, vous pressez, vous mettez dans votre récipient, vous pressez, il ne faut pas qu'il y ait de bulles d'air. Et après, ce petit processus, ça va durer 3 semaines. Donc il va falloir être patient et il va falloir laisser la nature se faire. Et donc c'est les meilleures bactéries qui vont remporter le combat. Et ce sont ces bactéries qui vont justement aider à réensemencer nos intestins. Bon, alors là, on ne peut pas goûter aujourd'hui parce que ça Ah, vient non. d'être fait, mais c'est spécialement pour Stéphanie. Vous allez offrir ce merci. bocal à Stéphanie. Voilà. Et André, Merci je beaucoup. reviens à vous. Pendant que vous dévorez la choucroute, vous allez offrir votre dernier livre à Stéphanie. Donc, Je vous le je suis gâtée. confie. Sur le chemin d'Assise. Voilà, Stéphanie, sur le chemin d'Assise. Hop, d'André Veil. Eh bien, merci André. Donc ça sera à l'horizontale de soi plutôt qu'à la verticale. Eh bien, je me réjouis de le dire en tout cas. Voilà, Merci. ça se complète. Alors Stéphanie, vous aviez un coup de cœur, vous vouliez absolument nous en parler. Même processus, on va voir les images et vous allez nous les commenter tout en mangeant votre choucroute et votre miso. Ces images vont partir. Expliquez-nous où est-ce qu'on est, qu'est-ce que c'est?
Alors, on est à la Cinémathèque de Montagne de Gap. Alors, c'est Gilles Charansol et Valérie Bonfait qui ont monté cette cinémathèque il y a pas mal d'années déjà et qui organisent régulièrement les rencontres du cinéma de montagne, à la fois à Gap et qui ont leur prolongement, enfin à Grenoble aussi, mais eux, c'est Gap. Et ce que j'adore dans leur travail, c'est qu'ils ont archivé toutes ces vieilles bandes, des films de Terré, des films de Rebuffa. Enfin, c'est une sorte de conservatoire de l'image de montagne. Et ils font un travail formidable. Pour l'instant, ils sont dans des petits locaux, mais ils espèrent s'agrandir et fonder une espèce de grande cinémathèque. Et oui, dans on un voit les nouveau images bâtiment, en ce moment voilà, là, du précisément. projet. Voilà. Un vaste projet. Tout à fait, qui serait une sorte de musée comme ça de l'image de montagne. Et je trouve que leur idée est très belle et j'espère qu'ils vont avoir les financements nécessaires à la réalisation de ce projet. Alors, Voilà. Gilles nous a confié une pépite, c'est un cadeau pour vous et ce sont vraiment des images extraordinaires. On va les découvrir tout de suite. C'est à Chamonix. Regardez. Sans l'aide d'un marin sur un bateau. La montagne est aussi redoutable que la mer. Voici au ralenti le saut d'une crevasse. Vous remarquerez que le guide saute juste sur l'arête de la paroi opposée. Pas une hésitation, pas un glissement, une sûreté magnifique. Et il s'agit bien pourtant de tomber sur de la glace. Une sûreté magnifique. Alors, des images extraordinaires. Je vous ai entendu oui. tous rire et nous aussi, on les a vraiment admirées. 1925, c'est son plus vieux film. Ça vient de Chamonix et on constate déjà la différence au niveau du paysage, l'évolution de la glace. Il y avait des gros blocs de glace. Bien sûr. C'est ouais. plus le cas. Hein. Et non, malheureusement, notre paysage de montagne se fane et c'est c'est extrêmement triste en fait. Hein. Des parois qui s'effondrent et tout ça, mais bon, il faut essayer de voir le positif et de trouver les moyens d'essayer de vaincre ces difficultés et de conserver nos glaciers. Mais peut-être que justement, avec la naissance de cette cinémathèque, on prendra. C'est aussi une façon de prendre conscience, de regarder la mémoire et voilà, d'évoluer, de protéger tout ça. Pendant ce temps-là, j'entends le chef qui s'active. Où est-ce qu'on en est? Eh bien, on est en train d'étaler la pâte Oui. pour l'avoir à l'épaisseur souhaitée, pour D'accord. pouvoir confectionner justement les petites ravioles qu'on voit là. Chef, si j'ai pas de laminoir chez moi, est-ce que je peux quand même faire des ravioles? C'est compliqué. D'accord. Non. Non, puis c'est pas un appareil qui coûte très cher, c'est un appareil qui coûte entre 50 et 100 euros dans la plupart des commerces. Mhm. Et c'est un petit investissement à faire, mais c'est vrai que sur le long terme, après, ça peut être vachement intéressant quand on a des invités, qu'on veut se faire plaisir, et puis quand on tient au fait maison et à proposer des choses qu'on fait nous-mêmes. Ah bah c'est évident. Et je fais juste des ravioles ou je fais des On peut faire pâtes? tout ce qu'on veut. Alors là, je l'ai pas pris, mais on a un petit appareil qui se met là, qui peut faire des spaghettis, des tagliatelles. Et ce qui permet aussi de sélectionner la farine qu'on va mettre dans nos pâtes, de sélectionner le goût qu'on va donner aux pâtes, si on veut mettre de la chlorophylle, si on veut mettre de l'encre de sèche, des épinards, etc., etc., etc. Formidable, hein? Ah oui. Donc c'est pour ça que vous proposez dorénavant des pâtes maison. Alors, racontez-moi un petit peu, et pendant que vous travaillez, là vous êtes en train de laminer votre pâte, et Oui. ensuite? Ensuite, donc, on va déposer des petits tas de ma petite brunoise de cèpe sur cette petite pâte. On va le refermer et puis le découper avec un petit emporte-pièce pour avoir une jolie forme, pour que ce soit joli dans l'assiette. Et la démo, on me demande la démo, on attend de vous voir travailler, parce que vous savez, on a notre caméra là qui adore vous voir là-haut, et les plans sont très jolis. Donc là, l'idée, c'est qu'on est parti du cran 1, et petit à petit, en passant 2 fois par cran, on arrive sur l'épaisseur nécessaire. Donc là, on est arrivé au 7. On prend un petit peu de notre petite La brunoise. brunoise. Voilà. Hop. C'est quand même une école de patience aussi, Un petit André, peu aussi, Stéphanie. Hein, Donc et c'est du Ah oui. complètement manuel. Oui. Ah oui. Et oui. Tout fait la main. Ouais. Stéphanie, vous aimez cuisiner quand vous revenez comme ça de vos périples, de vos aventures, ou pas du tout? Alors, je suis très gourmande, mais j'ai vrai que je cuisine très simplement, souvent des produits locaux et bio, mais des choses simples parce que j'ai pas envie d'y consacrer beaucoup de temps. Par contre, j'ai un petit frère qui est passionné de cuisine, donc je me régale quand il m'invite. Mais c'est vrai qu'après, les raviolis, ça prend un petit peu de temps. Mais c'est Ah d'une oui, ça doit être simplicité délicieux, ouais. Et c'est élémentaire. tellement bon après, Ça c'est fait envie. c'est meilleur. Alors, simplicité, moi je trouve qu'il faut quand même un peu d'habileté manuelle. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Stéphanie, mais
Voilà, les vôtres, ils sont jolis. En fait, la petite astuce, c'est de bien penser à commencer tout doucement. Donc, on commence au cran 1. Ouais. On met notre petite patte. Ouais. On l'étale. Hop, elle ressort. On va au cran 2. Et comme ça, On jusqu'au cran recommence 7. c'est ça jusqu'au cran 7. D'accord. Le mieux, c'est même de la c'est- repasser 2 fois par cran pour bien faire travailler la pâte, pour pas qu'elle soit trop élastique et que ça se décolle à la cuisson. Et il vous faut combien de temps pour faire des ravioles pour 4 personnes? Pour 4 personnes, il faudrait une quinzaine de minutes. Quinzaine de minutes. quinzaine de Mais minutes. par exemple, au restaurant, oui, je me vous les faites à l'avance? Comment vous faites? Alors, au restaurant, on les prépare à l'avance, bien sûr. Mhm. On est plusieurs à les faire. Chacun a une tâche précise. Il y en a un qui va baisser la pâte, quelqu'un d'autre qui va la farcir, etc. Sinon, on ne pourrait pas nourrir une trentaine de clients. Bah, Avec, c'est ça, c'est quand même un processus. Donc on sait qu'au Vinistro à Annecy, les pâtes sont maison ou les ravioles sont maison, Absolument. ainsi que les yaourts, le Le pain. yaourt, le pain, beaucoup de choses au final. Toute la carte est faite Et sur place. puisque vous êtes en train de travailler, chef, je vais donner un détail sur vous qui va intéresser André. Il y a quelques années, vous alliez aussi en prison donner des cours aux prisonniers pour leur apprendre à bien cuisiner avec ce qu'ils avaient cantiné. À la prison de Béziers, voilà, Ouais. absolument. L'idée, c'était de leur apprendre à cuisiner avec les moyens qu'ils avaient. Donc, plaque électrique, boîte de conserve, et puis de leur montrer ce qu'ils pouvaient faire quand ils avaient l'autorisation de le faire là-dessus. Donc, il y avait un canal vidéo. C'était une des activités des détenus qui organisait justement cette petite prestation avec un professeur de cuisine. Et tout ça, c'était bénévole. Absolument. Voilà, et ça marchait bien. Vous Ça, étiez contents? il y a beaucoup j'ai reçu beaucoup de remerciements justement par rapport à des détenus qui étaient contents de pouvoir voir quelque chose de différent et surtout la fierté d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui se déplace pour venir les voir et pour leur tendre la main un petit peu. Ouais. Je confirme tout à fait que ce qui leur fait le plus plaisir, c'est quand ils sentent qu'on s'intéresse à eux. Ouais. Parce que par définition, une prison isole, et que ce soit un journaliste, un cuisinier. Après, pour remettre aussi un petit bémol, c'est pas tous les détenus qui pouvaient faire ça. C'est vraiment les détenus avec des Et oui. bonnes conduites. Parce Évidemment. que ceux qui n'ont pas de bonne conduite, ils peuvent même pas avoir la petite plaque de cuisson dans la cellule, etc. Ouais. Donc c'est vraiment tout un processus pour Oui. arriver à avoir le droit de. Mais ça, on d'avoir l'imagine tout à fait, et c'est pour ça que vous aviez beaucoup de mérite. Alors, on continue la route avec notre rubrique musicale qui s'appelle Backstage, et qu'on a choisi pour vous, Stéphanie, avec un groupe qui vient de chez vous, Gapensé, Fun Trio. La chanson s'appelle Danse à Gaïa, et elle va être dans leur prochain album qui sort au printemps. Le compositeur, Christophe Wallner, et Haut Alpin, Gapensé. Voilà. C'est bon?
Alors, ça vous a plu, hein? Ah oui, magnifique. Alors, il y a des Ouais, titres c'est beau. Obiu, Face Nord, Dane Chamonix, Arvipa. Et là, ils enregistrent leur prochain album à Chamonix, dans la maison des artistes d'André Manoukian, qui les a pris sous son aile. Et cadeau pour vous, leur album précédent, Fun Trio, qui a bien vécu, parce que c'est l'album de Sophie qui prépare avec moi l'émission, mais on vous en donnera un tout neuf après. Ah oui, il s'appelle Magnésie en plus. Magnésie, Ah, mais oui, mais dans cette émission, on aime bien les correspondances. Merci. Alors, on accueille maintenant celle que j'appelle la sorcière Olive, sur une... Venez Lisa. Lisa, bienvenue, sur une musique tout le monde a reconnu. Bienvenue Lisa. Pink Floyd, The Wall. Alors d'abord parce que dans le livre que je vais vous présenter aujourd'hui, il y a Floyd. Donc moi, ça m'a immanquablement fait penser à Pink Floyd. The Wall, Another Break in the Wall, parce que pour moi, c'est une chanson qui symbolise l'affranchissement de toutes les règles. Alors, je vous présente à Stéphanie. Lisa est blogueuse littéraire. Son blog, c'est Plume de Brigand, au pluriel. Ah oui. Et Lisa, elle lit des livres jeunesse pour enfants, à des enfants bien sûr, mais à des ados et des adultes. C'est ça qui nous intéresse. C'est assez magique, vous allez voir. Donc, aujourd'hui, Lisa, un album qui fait... pile poil dans l'actualité, parce qu'il y a une expo qui démarre à Paris. Oui, une expo sur Picasso qui s'appelle Bleu et Rose, qui est un rassemblement en fait de tout, des tableaux en fait qui sont déjà exposés dans le monde entier de Pablo Picasso, qui sont pour la première fois visibles en France au musée d'Orsay, et c'est jusqu'au 6 janvier 2019. Et alors, pourquoi Picasso et pourquoi le bouquin? Quel est le lien? Parce que c'est l'histoire de Pablo, donc... Dans le livre, jamais on ne parle de Pablo Picasso, c'est toujours par son prénom qu'il est présenté, pour découvrir en fait ce que peut être un artiste, et en le nommant uniquement par son prénom, on le rend quelque part plus humble, et puis on ne plaque pas tout de suite en fait l'idée qu'on se fait de Picasso, qui est quand même, je pense, le peintre le plus connu au monde, le plus exposé. Il n'y a pas une expo, une année de Picasso, il n'y a pas un tableau dans une expo de Picasso, donc c'est important de le rendre à son humanité en fait. Et voilà, que dire de ce livre, Pablo et Floyd, sur le bord de l'invisible. Moi, j'avais envie de souligner sur le bord de l'invisible, qui se voit à peine en fait sur le livre, et qui pour moi fait écho en fait au titre presque de votre livre, À la verticale de soi, Stéphanie. Parce que comment on peut être sur le bord de l'invisible et comment on peut être à la verticale de soi. On est en suspens, on est entre deux. C'est voilà, on prévoit et on présage de plein de choses avec ces deux titres très discrets et très très forts en même temps. Un petit peu de lecture. Voilà. Je m'appelle Floyd et je suis l'ami de Pablo. Comme tous les jours, je l'accompagne dans son travail, perché sagement sur mon tabouret. Il va peindre en bleu le 3e rocher de la colline jaune. Moi, je n'en vois que 2. Mais si, celui-là, là, sous le rocher rouge à côté du noir. Les artistes sont un peu comme des fous. Ils voient des choses que les autres ne voient pas. Les artistes sont comme des fous. Oui, effectivement. On est dans l'invisible. Voilà. On est dans l'invisible. Et c'est cette histoire, donc on n'a pas dit le nom de l'auteur, Michel Galvin, qui est un peintre à la base, et qui a un univers toujours à la fois âpre, rugueux, très austère, avec des rochers, c'est presque désertique, et toujours des personnages lunaires, comme des enfants avec un très grand sens pratique. Et dans ce livre, donc, Pablo et Floyd sont 2 amis. Pablo peint le monde pour Floyd, qui est son ami qu'on ne voit pas, qui est le narrateur de l'histoire, pour éviter qu'il se cogne partout. Donc il cherche à rendre le monde visible pour rendre service en fait à son ami, à nous, donc à nous les lecteurs, le public. En fait, on ne le voit jamais. On ne le voit qu'à la fin. Floyd au début, je m'appelle Floyd et je suis l'ami de Pablo. On ne le voit pas, on voit la main de Pablo. Dans tout le livre, en fait, on voit cette grosse main qui travaille. Pablo dit que l'art, c'est beaucoup de travail. Alors, je crois que vous allez l'offrir à Stéphanie, et ça va nous permettre d'admirer votre tenue, qui est la même que celle de Pablo. Vous avez poussé la subtilité jusqu'au bout. Vous êtes habillée comme Pablo. Et vous nous avez trouvé un livre qui fait écho. Oui. Écho avec Stéphanie.
Aile froide, altitude 3954 de Jean-Marc Rochette, écrit et scénarisé par Olivier Bocquet et Jean-Marc Rochette. Est-ce que vous connaissez Ah non, non, je ne connaissais pas du tout, donc je découvre plein de choses. C'est super. Jean-Marc Rochette donc, est un dessinateur de bande dessinée et alpiniste, grimpeur français, grenoblois. Et c'est très très drôle parce que quand on a préparé cette émission et que j'ai entendu en fait le titre de votre livre, À la verticale de soi, je me suis dit mais ça me dit quelque chose. Et dans la postface de ce livre écrite par Bernard Ami, qui est aussi un alpiniste français, il vous cite. Il cite en fait votre livre À la verticale de soi pour parler en fait de ce moment à l'adolescence où on sent qu'il se passe quelque chose et le désir de montagne et de grimpe est irréversible. Ah mais je suis très touchée. Vous avez vu ça? Formidable, hein? Fantastique. Alors François, on en est où? Vous savez quoi? Je vais vous laisser encore un peu travailler et je vais travailler moi avec la question jeu. Parce que dans cette émission, il y a eu un jeu. Alors ceci n'est pas un terme de grimpe. Il ne faut pas répondre, Stéphanie. Lolotte, porte de grange, mâchard, valise inversée, spigolo. Lolotte, porte de grange, mâchard, valise inversée, spigolo. Je les répète parce qu'ils sont trop jolis. Si vous avez la réponse, cherchez l'intrus, eh bien vous filez sur notre site aura.france3.fr. Et qu'est-ce qu'on gagne? Eh bien on va gagner À la verticale de soi, le livre dont on a parlé tout au long de cette émission, qui est formidable parce que c'est pas juste un livre de grimpe, de montagne, c'est aussi un livre de femmes, d'humains, et on a tous vibré autour de ce livre, tous ceux qui l'ont lu, on a tous été touchés par quelque chose, et votre écriture est absolument formidable. Je lance maintenant l'agenda de Nathalie Chris, qui, comme d'habitude, nous a réservé un très très joli cocktail. Qu'ils soient petits ou grands, nous parlerons de tous les festivals dans notre région et de toutes les salles de concert avec leur actualité musicale. Aujourd'hui, c'est la salle L'Arcadium d'Annecy avec une pointure américaine, prochainement Marcus King. Et nous parlerons aussi du festival Les Oreilles en Pointe dans la Loire qui reçoit une guitariste très sexy. Voici Alice Animal. Elle a commencé à jouer de la guitare et à chanter dans le métro parisien. Aujourd'hui, Alice Animal, soutenue par les internautes, vient d'enregistrer un bel album en Angleterre, dans le studio de Peter Gabriel. Alice Animal jouera à Fraisse samedi 17 novembre dans le festival Les Oreilles en Pointe, qui a lieu dans la Loire. Autre phénomène de scène, Marcus King, le prince du blues rock. Un jeu de guitare éblouissant avec sa voix pleine de feu. Il jouera avec son groupe The Marcus King Band à l'Arcadium d'Annecy le 12 novembre. Ils sont passés sur toutes les grandes scènes, comme l'Olympia. Electro Deluxe, groupe a su faire évoluer le son électro-jazz sans machine, mais avec beaucoup de musiciens, donnant un son original et unique. Cette énergie musicale vous gagnera certainement si vous allez à leur concert au Théâtre Les Cordeliers à Romans le 25 novembre. Autre énergie communicante, celle de Valérie Chastelan, qu'on retrouve tout de suite dans 9h50 sur France 3. Et miracle, le chef est prêt. Formidable, François. Ça va, je vous ai pas trop fait cavaler. Bon, et ben on fait l'assiette volante. Vous connaissez, vous donnez une assiette à Jean-Christophe qui va l'emmener à Lisa et André. Et puis vous en donnez une, bien sûr, à Stéphanie et Isabelle et moi. Je vais aussi... Alors, voilà. Donc, Stéphanie, c'est l'exercice extrêmement difficile de
déguster un plat en direct à la télévision. Mais vous remarquez qu'il est 10h, enfin presque 11h. Et que ça pose aucun problème, hein, les parfums. Ah oui, non. Vous avez mangé de la choucroute, aucun du problème. miso et passe partout. Voilà. Alors, le chef attend, donc on va y aller. Allons-y. Moi, je vais commencer par un petit cèpe. Moi, je vais commencer par la ravioli directement. On commence. Il faut couper. Combien vous servez de ravioles comme ça dans un plat, François? Alors là, on est vraiment sur une petite entrée pour que tout le monde puisse déguster. Ouais. Mais si je faisais une vraie entrée pour mon restaurant, je ferais 2 ravioles, 2 jolies ravioles en entrée. Et puis on va dire au moins 4 ou 5 sur un plat. C'est vraiment difficile. Bon, Donc il y a une chantilly là, vous avez noisette. une chantilly au beurre noisette. Donc en fait, je fais un beurre noisette avec du beurre demi-sel que je crème un tout petit peu et que je mets dans un siphon avec 2 cartouches, une seule cartouche de gaz. Si on veut faire ça à la maison, c'est pas compliqué, il suffit juste... Il faut un siphon. Il faut un siphon, mais il faut surtout penser à le laisser à température ambiante quand on le sert. Donc bien le sortir 4 à 5 heures avant, parce que le beurre va refiger dedans. Donc bien penser à sortir le siphon ou le mettre dans la casserole qui a servi à cuire les ravioles. La casserole avec l'eau encore chaude, on le laisse dedans une petite demi-heure. On le secoue bien pour que ce soit bien homogène. Et on peut le servir. Alors là, je préviens tout de suite là-haut en régie, j'ai perdu mon cerveau hein, parce que c'est tellement bon que je ne sais plus comment je m'appelle, où je vais. Il y a quelque chose qui croustille dedans, c'est quoi? Dans la raviole? Dans la raviole, vous avez des petites échalotes dans l'appareil dans lequel on a mis les cèpes. Et puis vous avez le chou aussi qui est bien cuit croquant. Cuit et croquant. Alors, Stéphanie. Croquant gourmand. Stéphanie et Isabelle. C'est vraiment délicieux, parce que la pâte est très fine et elle ne laisse pas passer la saveur en fait, de la farce à l'intérieur. C'est délicieux. Est-ce que c'est aussi bon que ce que fait Guillaume? Là, je dirais que c'est meilleur. Il est loin en ce moment. Il n'entendra pas. Alors l'avantage aussi, la pâte est très fine, Isabelle. Quand on contrôle le gluten, on doit pouvoir aussi trouver une forme sans gluten, peut-être. Oui, en jouant avec les farines. Alors, j'ai pas osé le faire parce que je viens de la recevoir, mais Philippe Guichard, qui me fournit la farine, m'a envoyé de la fleur de son. D'accord. Donc, j'ai pas osé parce que j'ai pas réussi encore à trouver les ajustements, œufs, huile, etc. Mais la prochaine fois, oui, l'idée ce sera de pouvoir proposer quelque chose de sans gluten aussi. Enfin, c'est pas vraiment sans gluten, mais sans gluten, on en a parlé la dernière fois, ça n'existe pas. Hein. C'est avec une composition chimique différente du gluten. Oui, parce que surtout si c'est du son, souvent c'est du blé quand même. Ouais, donc, bien sûr. voilà. Et André, Lisa? Moi, j'ai bien aimé l'acidité. Avec le goût un peu âpre des champignons, je pense que c'est le chou qui donne ça. Et j'ai bien aimé le mélange des deux. Ouais. Et vous avez aussi l'acidité, enfin l'acidulité vient du beurre, de la chantilly au beurre, qui redonne ce côté un peu yaourt acide. C'est de là que ça vient aussi. Moi, je trouve que c'est vraiment un plat de saison, quoi. C'est un plat d'automne, on a des légumes, on a un peu de céréales qui est la pâte, et puis le goût parfait du champignon. Pour moi, depuis toujours, la Chartreuse, le Vercors, à l'automne, c'est les champignons. C'est les champignons. Alors, le moment est venu. Maintenant, on arrive presque à la fin de l'émission. On va continuer à déguster ce plat et on sent sur le plateau. Mais c'est le moment de découvrir l'objet de l'invité. On vous a demandé d'amener un objet symbolique, signifiant, qui compte pour vous. Et donc, je vais le découvrir. Alors, quel est-il? Alors, c'est mon petit carnet. Je vous reconnais là. Sur lequel, en fait, j'écris... j'ai 2 faces. Je le prends d'un côté ou de l'autre. D'un côté, j'écris les choses plus pratiques et puis de l'autre, les choses plus personnelles. Vous avez toujours un carnet sur vous? Oui, tout le temps. Ouais. Alors, parfois, je n'écris pas forcément dedans, mais j'aime beaucoup l'avoir. C'est comme si j'ai qu'une chose à prendre, même quand je pars grimper ou en voyage, ça va être mon carnet puis un livre. S'il y a un incendie, vous prenez votre carnet? Alors, j'en ai plusieurs maintenant, donc je ne vais pas prendre la valise entière. Il faut accepter. Voilà, mais je prends toujours le dernier carnet. Et depuis combien de temps vous collectionnez les carnets comme ça? Là, maintenant, je me suis mis assez tardivement, finalement, peut-être 10 ans seulement. Avant, j'avais toujours un carnet, mais j'écrivais peu dedans. Et maintenant, c'est vraiment plus un rituel. Est-ce qu'on peut l'ouvrir Non, mais sans que... Bien sûr. On va voir mais la petite écriture de Jean-Christophe est délicate et voilà. Mais justement, c'est intéressant de voir vos pattes de mouche. Parce que... Vous avez raison. J'ai dit une bêtise. Alors, parce que d'autant que vous êtes en train de terminer votre prochain livre, c'est ça?
Oui, là j'ai écrit un roman, donc c'est vraiment notre exercice que l'autobiographique, un récit. Et donc je suis en train de le peaufiner un petit peu, de faire les petits réglages de détails supplémentaires, et puis il va sortir en janvier. Et chez qui? Il sera publié chez qui? Alors ce sera L'Arpenteur, une collection de Gallimard. D'accord. Est-ce que le carnet est dans le sac à dos de l'escalade? Alors, quand je vais grimper en grande paroi, pas forcément, mais il est toujours au camp de base où il m'attend. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, quand je vivais l'ascension, j'avais pas besoin d'écrire parce que j'étais tellement dans ce que je faisais, tellement prise que voilà. Puis c'est possible parce qu'on a des moments de pause au relais, mais finalement, j'étais tellement dans juste jouir de ce que j'ai sous les yeux du spectacle que c'était pas nécessaire en fait. Juste être là suffit. Par contre, au retour, je suis contente de pouvoir revivre ça une deuxième fois. Mais du coup, vous enregistrez tout en fait. Je pense que vous êtes très très observatrice et parce qu'il y a une distance et en même temps une émotion, une précision dans ce que vous écrivez, moi, qui m'a beaucoup impressionnée. Donc vous devez tout emmagasiner à l'intérieur. Je pense que ça fonctionne comme ça parce que je discutais avec des amis écrivains qui, eux, écrivent vraiment régulièrement toute la journée ce qu'ils vivent. Et moi, j'ai pas besoin de ça. La mémoire, en fait, sert de tamis. Ouais. Et en fait, je vais retenir que les petites pépites qui m'ont vraiment illuminée, qui m'ont parfois été douloureuses, des choses un petit peu complexes, mais au moins, j'en fais quelque chose de cette espèce de... comme un peu la cuisine, c'est ce concentré de saveurs et que j'ai envie après de restituer par l'écriture. D'accord. Voilà, alors écoutez, si je vous ai pas donné, autour de cette table, on vous a pas donné envie de lire à la verticale de soi, écoutez, on rend notre tablier, vraiment, parce que c'est un livre humain, sensible, subtil, et superbement écrit, n'est-ce pas? Superbement écrit. Alors, je vais citer une dernière petite phrase. Chaque instant qui passe, chaque seconde est un saut vertigineux dans l'inconnu. Et nous sommes tous des funambules sans le savoir. Je voulais vous remercier parce que cette phrase, elle est universelle, elle nous concerne. Et je vous remercie. Effectivement, on est des funambules sans le savoir. Mais vous, vous avez le courage d'aller jusqu'au bout de vos libertés. Et c'est formidable. Alors, il est temps de se dire au revoir. Merci André sur le chemin. Merci Lisa. Merci. François, bravo pour ces ravioles faites maison. Merci à vous. Isabelle, lactofermentation, on s'y met. Stéphanie, continuez la route. Mais merci beaucoup. J'espère que vous vibrez tout le temps devant vos parois et votre écriture. Lundi, on retrouve Alain, toujours en forme, après son week-end. Il reçoit Sonia Esgulian, qui parlera de cuisine à la bière. Et elle recevra un brasseur lyonnais, Tom Co. Il y aura notre jardinier poète Pierrick Eberhardt. Excellent week-end à vous tous. Nous, on va finir les ravioles, continuer à lire et échanger avec Stéphanie. Bon week-end à vous tous. Et puis, un peu de jus de carotte lacto-fermenté, ça fait du bien avant l'hiver.